Le bonheur est mien de vous servir une fois de plus. Madame, messieurs, c'est l'heure de vous informer sur NTI Média. Célébration ce 31 juillet 2024 de la Journée internationale de la femme africaine. Et puis, patrimoine mondial de l'UNESCO, 24 nouveaux sites inscrits. Délabrement du complexe sportif de Pointe-Noire, Franche-Amat, nous fera le point. Bienvenue à tous. On en parle peu, mais son intuition première remonte pourtant il y a plus de 60 ans. Le 31 juillet a été consacré Journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, PAO en sigle, qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. La date historique de 1962 souvent retenue pour cette journée est le 31 juillet 1962. Ce jour-là, à Dar es Salaam, en Tanzanie, des femmes de tout le continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient consacré la première organisation des femmes, la Conférence des femmes africaines, CFA. Et à l'occasion de cette journée, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Promotion de la Femme, a rendu un message suivant. Ce thème met en évidence le rôle de l'éducation en tant que droit fondamental et vecteur puissant de développement. Cela rejoint la préoccupation de notre pays sur la problématique de l'éducation en milieu juvénile. L'opportunité est donc donnée aux femmes de toutes les communautés africaines, et singulièrement celles du Congo, de s'unir davantage, de jouer un rôle important et d'occuper la place qu'elles méritent dans la transformation des énormes potentialités naturelles dont dispose l'Afrique. Il nous appartient donc de nous inspirer de ces approches fédératrices pour promouvoir des sociétés plus justes où les femmes constituent un véritable levier pour le développement économique et social. C'est pourquoi nos gouvernements africains doivent poursuivre leurs efforts en vue de la représentation et la participation pleine et effective des femmes dans les instances de prise de décision, et ce, dans toutes les initiatives visant leur bien-être économique et social. Vu son état actuel, il est de moins en moins difficile de deviner que le complexe sportif de Pointe-Noire se porte mal. Des gradins jusqu'au rectangle vert, en passant par le banc de touche, un sérieux coup d'entretien s'impose. Franche-Amat nous fait le point. Dans les années 2000, le Congo sort d'une période d'instabilité, avec notamment la guerre de 97 et les conflits avec les milices armées entre 98 et 99. Des années de forte croissance des revenus pétroliers qui permettent au gouvernement d'investir sur les infrastructures. Le programme sera baptisé la municipalisation accélérée. À partir de là va naître la route nationale numéro 1, près de 510 km reliant Brazzaville, la capitale politique, à Pointe-Noire, capitale économique, porte maritime d'Afrique centrale. La route est aussi la ceinture qui lie la partie nord à la partie sud du pays. Parmi ces infrastructures, on comptera également les installations sportives, dont le stade municipal de Pointe-Noire, rebaptisé plus tard Complexe sportif de Pointe-Noire. Si la route est quotidiennement entretenue grâce à l'entreprise para-étatique, la Congolaise des routes, difficile de dire autant pour le complexe sportif de Pointe-Noire. Le stade a visiblement pris un sérieux coup de vieillesse. Plus rien d'éclatant, le rectangle vert pourrait être comparé à nos récurrents nids de poules observés sur les grandes artères. Un trou ici, un autre là-bas, le point de pénalty, catastrophique. Une vétusté, mieux, une négligence qui explique très clairement le manque d'entretien dans ce stade, autrefois appelé Bijou. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est réuni à New Delhi, en Inde, du 21 au 25 juillet dernier pour examiner l'état de conservation de 123 sites déjà inscrits avant d'en inscrire 24 nouveaux sites, dont 19 culturels et 4 naturels et 1 mixte. Amenant la liste à un total de 1223 biens inscrits. Yann Orion nous fait un aperçu de quelques sites ayant fait leur entrée. 24 nouveaux sites parmi
Le désert de Baden-Jaran, tour de sable et lacs situés sur le plateau d'Alashan, dans la région désertique, hyper-aride et tempérée du nord-est de la Chine. C'est non pas seulement le troisième plus grand désert, mieux, le deuxième plus grand désert mouvant de Chine. La Chine toujours, qui a vu le sanctuaire d'oiseaux migrateurs le long du littoral de la mer Jaune et du golfe de Boyan intégrer la prestigieuse liste. Elle s'étend sur quelques 25 pays, de l'Arctique à l'Asie du Sud-Est et à l'Australasie. Ces zones humides remplacent une fonction écologique unique en tant qu'aire de repos indispensable pour des millions d'oiseaux d'eau et représentent un exemple important mondial du patrimoine naturel commun incarné par les oiseaux migrateurs. L'Afrique, elle, a salué l'inscription de Melka Kantouré et Balchi, ce site archéologique et paléontologique de la région des hauts plateaux d'Éthiopie, aussi du site d'occupation du Pléistocène en Afrique du Sud, un bien en série qui contribue à la compréhension de l'origine des humains modernes sur le plan comportemental, de leurs capacités cognitives et de leur culture, ainsi que des traditions climatiques auxquelles ils ont vécu. Quand le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, a vu la cour royale de Thiébélé, ce vaste ensemble architectural en terre installé depuis le XVIe siècle et témoignant de l'organisation sociale et des valeurs culturelles du peuple Kazen inscrit à son tour. Autre bonne nouvelle, le retrait de la liste du patrimoine mondial en péril du parc national de Niokolo-Koba du Sénégal. L'atelier national de la plateforme en ligne de licence CLOP en abrégé s'est clôturé le 30 juillet au siège de la FECOFOOT, rassemblant les secrétaires généraux des clubs de Ligue 1 et du football féminin. Pour Emmanuel Condé, cet événement annonce le lancement d'une nouvelle ère dans le développement des ligues nationales de football. Après 10 ans d'expérience, la Confédération africaine de football a décidé de mettre en place une plateforme qui s'appelle CLOP. Au travers de celle-ci, les candidats à la licence devront soumissionner et solliciter le sésame qui va leur ouvrir la porte des différentes compétitions. Si jadis, la licence au club ne concernait que les compétitions interclubs de la CAF, cette fois-ci, elle devra s'appliquer obligatoirement pour le championnat national, a expliqué l'instructeur CAF. Le système d'octroi de licence au club, a-t-il précisé, est un instrument qui conduit véritablement au développement de tous les aspects organisationnels du football. Les 2 jours de formation co-animés avec Ibrahim Daouda ont été riches en échanges et en pratique. Les instructeurs de la CAF espèrent à leur tour que les participants ont bien assimilé la leçon. Cette opinion est également soutenue par le représentant de la FECOFOOT. Le football n'a plus besoin d'être géré par les profanes. Dans le corps qui est le vôtre, la force d'un club ou d'une équipe dépend énormément du bon fonctionnement de son secrétariat, a conclu Henri Nzanga. Les militaires au pouvoir en Guinée ont dévoilé lundi le premier jet d'une nouvelle constitution qui devra à terme remplacer celle suspendue depuis le coup d'État de 2021 mené par le colonel Mamadi Doumbouya. Une fois finalisé, le projet de loi fondamentale qui prévoit de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels devrait être soumis à un référendum avant la fin de l'année. Zakaria Kamara et Arzouma Compaoré de VO Afrique. Il a fallu 30 mois à l'organe législatif de la transition pour solliciter l'avis des Guinéens sur la candidature unique à toute élection. Une première, tout comme d'autres propositions de loi, se rapportant par exemple à la mise en place d'un Sénat, une motion de censure à l'Assemblée nationale visant à destituer un gouvernement ou même le président de la République, ou encore la limitation à 2 mandats pour le président élu. Selon le document de plus de 200 articles, pour être éligible à l'élection présidentielle, il faut être âgé de 35 ans au moins et 80 ans au plus. Mais le débat depuis la présentation de l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est autour de la possible candidature du président de la transition. Le général Mamadi Doumbouya n'a pas dit qu'il sera candidat, mais plus rien ne l'empêche, et s'il le souhaite, puisque le verrou de l'article 35 de la charte de la transition n'a pas été reconduit dans le document. Selon les autorités de la transition, le référendum constitutionnel est la seule élection qu'elle compte organiser cette année, alors que plusieurs acteurs sociopolitiques exigent la fin de la transition, fin décembre 2024, s'appuyant sur l'accord de la durée de la transition conclu entre la CEDEAO et les autorités de Conakry.
Voilà deux accidents qui viennent de relancer le débat au Sénégal sur la sécurité routière, où lundi, une collision entre un camion et un bus transportant des voyageurs a fait 11 morts et 8 blessés graves dans le centre du Sénégal. C'est un dépassement défectueux qui est la cause de cette catastrophe, a précisé le responsable de la nouvelle prévention routière, comme si ça ne suffisait pas. Au lendemain de ce drame, un chauffeur de camion en provenance du Mali a perdu le contrôle et a fini sa course sur des maisons, tuant sur le coup 3 enfants d'une même famille. Ça s'est passé dans la commune de Saraya. Pour parer ces recrudescences des accidents dans le pays, les autorités envisagent très clairement de durcir les mesures, notamment en instaurant le permis à poids. Comme de nombreux pays dans le monde, l'Ouganda tente d'écologiser son secteur des transports et place ses espoirs dans les véhicules électriques. Les véhicules électriques en provenance de Chine sont désormais en vente dans le pays et le gouvernement promeut le e-mobilité à grande échelle avec la production de bus électriques. Mais la route vers l'adoption complète des véhicules électriques sera longue et probablement chaoteuse. C'est un reportage de Léon Senyong de CGTN, média partenaire. Le marché des véhicules électriques en Ouganda n'en est qu'à ses balbutiements. L'autorité fiscale affirme que seules 420 unités de véhicules électriques ont été importées au cours du dernier exercice. Et bien qu'il existe des plans ambitieux pour étendre le marché, une taxe de 25% sur les véhicules électriques et hybrides importés pourrait ralentir la croissance. Néanmoins, les constructeurs chinois tentent de se tailler une place tôt. Shengwei a présenté les modèles du fabricant chinois de véhicules électriques Huazi sur le marché local. Les voitures ne sont pas encore tout à fait en vente, mais Sheng dit qu'il reçoit beaucoup de demandes. C'est ici que prend fin cette édition. On se retrouve au mois d'août. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.